Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. Après avoir emmené Liso rencontrer une famille disant vivre avec des fantômes, nous allons voir une personne qui pense pouvoir communiquer avec eux. Bienvenue dans Para ou Normal. Alors du coup c'était il y a à peu près 3 semaines, j'étais au travail, je pouvais pas répondre, je vois que mon père m'appelle, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, et il me dit Eva j'ai vu un fantôme. Et là je me dis ok, ça a l'air d'être un truc de ouf. Et en fait il était dans la rue le soir, il était assis sur un banc, et en fait il était face à un terrain de paddle. C'était un peu dans la pénombre, mais il pleuvait énormément ce soir-là. Et donc il me dit, j'étais là, j'étais posée en train d'écouter mon podcast. Il y avait un petit garçon qui était en train de jouer au paddle. Donc il me décrit un petit garçon blond qui est en train de jouer donc tout seul avec sa raquette. Enfin voilà, il a l'air de s'amuser, il rigole. Lui, il l'entend rigoler malgré son podcast. En fait, il était vraiment pas habillé comme un garçon de son âge, tu vois, d'une quinzaine d'années de notre époque. Et donc, il l'observe, et le truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, il faisait très froid. Il devait faire genre 1 ou 2 degrés, et qu'en fait, il pleuvait des cordes. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que le garçon était totalement sec. Attends, mais c'est le garçon le fantôme ? Attends, t'es en train de spoiler, là. Le garçon était totalement sec. Moi, j'ai des frissons, meuf, non, vraiment. C'est vrai ? Ouais. Attends. C'est quoi cette histoire ? Donc il se rend compte que le garçon n'est pas du tout mouillé, il a les cheveux secs, ses vêtements sont secs. Et là il me dit, mon podcast c'était terminé, donc du coup il a baissé les yeux quelques secondes pour passer à l'épisode suivant. Et là il me dit, je relève la tête. Il n'y avait plus personne. Non, attends. Je relève la tête et le petit garçon s'est arrêté de jouer et il est derrière la grille, face à mon père, en train de lui sourire. Ok. Et là, moi, mon père me dit ça, je lui dis mais quoi, mais ça fait hyper peur. Enfin, moi, il m'arrive ça, je pars en courant. Tu t'as fait quoi ? Et il m'a dit, je lui ai souri en retour. Et quand mon père lui a souri, le petit garçon est retourné jouer. Et là, il me dit, vraiment, ça dure 1 seconde, 1 milliseconde. Il me dit, je regarde ma montre pour vérifier l'heure. Je relève la tête. Plus personne. Sauf que, non seulement il n'y avait plus personne sur le terrain, Ouais. en plus de ça, il y avait plus de balles sur le terrain. Ok. Et en plus de ça, il y avait aucune trace sur le terrain. Ouais. En fait, comme s'il s'était jamais rien passé. Ouais, ou qui s'était volatilisé. Exactement. Ouais. La seule chose que je trouve étrange dans ton histoire, c'est à quel point c'est détaillé et précis. Ouais. Tu vois ? Je sais pas trop comment ça se manifeste quand tu es censé potentiellement voir un fantôme ou quoi. Si tu vois des détails, ou tu vois des choses précises, ou c'est plus, tu vois, un peu abstrait. Pour moi, c'est plus des flashs, un peu comme on a, tu vois, le délire de la dame blanche ou des choses comme ça, tu vois. Genre, c'est vraiment une apparition assez furtive. Donc, C'est trop bizarre. Ouais. Même si je reste très sceptique, je suis aussi très curieuse. Comment ça se passe, concrètement, pour les gens qui disent voir des fantômes ? Ils voient quoi ? Ils entendent quoi ? Pour répondre aux interrogations de Liso, je lui propose de rencontrer une femme qui passe ses journées à communiquer avec les esprits. Une médium qui exerce en région parisienne, Anne Tuffigo. Pour moi, les médiums, c'est Patricia Arquette ou Jennifer Love Hewitt. Bref, c'est surtout des personnages de fiction. Anne Tuffigo, elle est bien réelle et elle a toujours vécu entre 2 mondes, celui des vivants et celui des morts. J'ai pas appris que j'avais ces facultés. J'ai vécu des événements et des phénomènes qui m'ont tout d'abord terrorisée parce que j'étais enfant. Je ne comprenais pas trop ce que je vivais, parce que je vivais la nuit des apparitions médiumniques, des apparitions d'entités dans ma chambre, et plus particulièrement une. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout conscience de ce qu'était la médiumnité, enfin des apparitions. Pour moi, c'était dans un premier temps l'objet de mon imagination, ou alors j'avais vu trop de dessins animés à la télé, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre de quoi il s'agissait. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque
quelque chose de paranormal ou d'extraordinaire, si on coupe le mot, mais je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Ce que je vivais, c'était pour moi effrayant et aliénant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est être médium? Qu'est-ce que ça veut dire? Médium veut dire outil, canal, moyen de transmission. Et je trouvais que c'était une très bonne définition pour expliquer le métier de la médiumnité, c'est-à-dire être une messagère, un canal, un outil de diffusion pour l'invisible. Qu'est-ce qui permet réellement la communication entre un médium et un défunt? C'est les plans d'énergie sur lesquels nous sommes. Si je schématise, moi je vais m'élever le plus possible vibratoirement pour être, ainsi dire, sur la pointe des pieds énergétiques pour arriver à leur niveau. Tandis que eux vont, comme une fréquence radio, se mettre sur notre propre fréquence afin qu'on puisse établir un dialogue ensemble. Une interprète aussi en quelque sorte. Oui, une interprète est la plus fidèle possible, justement. Est-ce que vous avez besoin de conditions spécifiques pour... J'ai besoin j'ai envie de vous dire de calme. Non, je suis à Boulogne, il y a du bruit toute l'année. Non, j'ai surtout besoin de gens qui sont investis dans cette démarche. Le lien fondamental pour un contact défunt, c'est l'amour qu'il y ait deux personnes ou qui continue de lier ces deux personnes. Je tiens à le dire, ça leur prend énormément d'énergie de faire cela. À nous aussi d'ailleurs, en tant que médium, le premier lien, c'est l'amour. Moi, je me posais une question, c'était sur la façon dont vous recevez ces messages et dont vous communiquez avec les défunts. Est-ce que c'est à voix haute? Est-ce que c'est dans votre tête? Comment est-ce que vous recevez les messages? Bon, j'ai plein de questions. Est-ce que c'est des phrases? Est-ce que c'est des images, des bribes de mots? Voilà. De quelle façon est-ce que ce message arrive? Alors, mes consultants la posent à voix haute, les questions que eux ont à poser à leurs défunts. Moi, tout se fait de façon complètement télépathique, c'est-à-dire que je leur pose la question dans ma tête, et alors ils me répondent soit de façon auditive, soit de façon visuelle, soit en même temps, c'est-à-dire je le filme avec le son et l'image. Je peux avoir aussi un ressenti, une odeur, un goût, le toucher. Tous mes sens se sont utilisés à ce moment-là pour être la plus efficace possible. Voilà, c'est vraiment... parfois, le film démarre, c'est-à-dire que le consultant m'a pas encore posé la question et j'ai déjà le petit film dans ma tête et j'attends juste par politesse qu'il me pose 2-3 questions qui sont importantes pour lui. Mais en général, moi, j'ai déjà commencé ma séance. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir et qui voudrait parler avec son père ou sa mère, si vous, c'est une autre personne à ce moment-là qui... Je le signale. D'accord, bien ok. sûr. Vous pouvez pas provoquer non. Les entités? Non, elles viennent parce que certaines personnes donc arrivent avec la photo d'un être cher, mais l'être cher n'étant pas seul, ils arrivent parfois à plusieurs, et donc je décris, si évidemment le défunt invoqué est là, je le dis, mais il peut y avoir avec lui différentes évidemment présences, et à ce moment-là, je le précise, il peut y avoir le grand-père, le meilleur ami, un collègue de boulot, très souvent, vraiment, c'est important. Mais je peux jamais fermer la porte. C'est pas une sélection à l'entrée. J'ouvre la porte, moi. Vraiment, quand je dis j'ouvre la porte, c'est vraiment j'ouvre cette porte. Mais du coup, est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez choisir de la fermer? Parce que, en fait, par rapport à ça, est-ce que ça vous arrive avec tous les gens que vous croisez en général dans la vie? C'est une question qu'on me pose très souvent. Que les gens dans le cadre de la consultation. Est-ce que si vous allez acheter le pain, vous allez avoir des informations sur la boulangère? Comment ça se passe? En fait, j'arrive aujourd'hui, fort de mes nombreuses années d'exercice, quand c'est fini, je ferme. Allez, j'arrive à fermer la porte sciemment. Après, je réintellectualise. Je suis dans la rue, ou je pense à autre chose, j'oublie. Et j'arrive à dire, là, ça y est, maintenant, j'ai fait mon rôle de médium, terminé. Clément Fraise est illusionniste et mentaliste. Il se dit capable, avec de la magie et divers outils psychologiques, de reproduire l'exercice des médiums. Sur sa chaîne YouTube, il a d'ailleurs consacré plusieurs vidéos à leur débunkage. Je ne sais pas si je peux vraiment révéler des méthodes de mentalisme, en tout cas sur la partie la plus truquée, la plus illusionnisme. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une part, en fait, de soumission à l'autorité naturelle que les gens, en montant sur scène, ont à vous, puisque vous les guidez. C'est un mélange de techniques
d'astuces psychologiques, d'hypnose, de suggestion, parfois d'analyse, de logique, mais aussi beaucoup d'illusionnisme par-dessus tout. Ce sont des jeux de dialectique, ce sont des petits rebonds psychologiques dont on se sert aussi en illusionnisme psychologique, dont moi je me sers dans mon spectacle tous les soirs. Après, moi j'ai d'autres méthodes à côté, y compris des méthodes de charlatans qui sont là pour le coup des méthodes qui ne sont pas utilisées par tous les médiums, uniquement par ceux qui savent pertinemment qu'ils n'ont pas de pouvoir, comme se renseigner auparavant. Bien souvent, le consultant, la personne qui consulte le médium, dévoile elle-même le souvenir en question. Et les descriptions des médiums sont en fait très vagues. Il faut bien voir qu'est-ce qui a été donné par le consultant, qu'est-ce que le médium a vraiment deviné et combien de fois il a validé des choses. D'ailleurs, eux-mêmes le disent, j'ai besoin de la validation de la personne en face. Pour moi, dès qu'il y a une dimension commerciale, j'ai automatiquement beaucoup plus de mal. Albert Moukébert est docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je suis sûr qu'il y a des médiums sincères. Il y a des manières, il y a plusieurs effets qui se condensent dessus. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Barnum, découvert par un monsieur qui s'appelle Dr Forer, et qui a découvert qu'il y a des manières de parler où tout le monde se reconnaît dedans, un peu comme les horoscopes. Puis il y a d'autres techniques, genre je vois qu'il y a une personne dans votre vie qui me manque beaucoup, j'ai l'impression que c'est une femme d'un âge relativement moyen, c'est-à-dire en tant qu'individu, on est difficilement prédictible, mais en tant que groupe, c'est assez facile. Genre vous tombez sur quelqu'un qui a la quarantaine, et il y a des chances non négligeables, soit qu'ils sont en train de galérer avec des enfants, ou qu'ils sont en train de se demander est-ce qu'il faudrait faire des enfants, ou qu'ils se disent j'en ai marre comment mettre la pression pour faire des enfants. Genre sur ce coup-là, on sait très bien comment ça marche au niveau de la psychologie. Peut-être qu'il y a des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer, quand c'est à l'extérieur, genre pourquoi est-ce que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais sur comment est-ce qu'on peut parler à des gens et que ça fasse écho chez eux. On sait très bien faire. Les psys étaient les premiers à utiliser ces procédés avec ce qu'on appelle la reformulation. Genre, je vais mal, j'imagine, ça doit être difficile. Donc c'est aussi l'empathie, les approches qu'on appelle centrées sur la personne, de reformuler. Parfois on oublie qu'on a dit quelque chose et donc quand on rebondit dessus, ça fait genre oh, wow, comment il a su. Et puis si vous m'avez payé et je vous parle pendant 45 minutes et que je vous donne 100 informations, s'il y en a que 10, 15, 20 qui sont vraies, c'est ça dont vous allez vous souvenir. Et vous allez oublier toutes les choses que j'ai dit qui sont complètement pas adaptées parce que je vais pouvoir les maquiller un peu, etc. Donc vous allez juste vous souvenir de quand ça marche ou pas. Il y a Richard, mon voisin, un super chercheur qui a fait un podcast qui s'appelle Votre cerveau. Il fait des expériences. Il dit là, vous êtes en train de m'écouter et je vous garantis qu'une lampe va sauter à côté de vous. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui écoutaient et il ne s'est rien passé vont en rire, par exemple, vont pas genre aller en parler, mais disons qu'il a fait 1 million d'écoutes, s'il y en a que 1%, 10 000 personnes qui vont aller mettre sur les commentaires, c'est dingue, genre une lampe a sauté, ça va les marquer quasiment à vie. Et donc, il y a une sorte de triche de l'effet waouh. On va se souvenir plus mais il m'a parlé du mec que j'ai rencontré ou de ma mère qui est malade. Alors qu'on a des problématiques qui sont assez communes, souvent liées à la vie de couple ou à la vie sexuelle, à l'argent, à des questionnements professionnels, à une pote ou un pote, à un parent malade à partir d'un certain âge. Je suis beaucoup moins impressionné par ça. Anne Tuffigo nous explique qu'avec les personnes qui viennent la consulter, elle n'aurait pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai une petite question pour revenir au moment où vous entrez en connexion avec les entités. Comment vous savez que les informations qu'on vous délivre, elles sont vraies et est-ce qu'elles sont vérifiables en fait ? Non seulement je sais qu'elles sont vraies parce que je ne connais rien de la vie de mon consultant, ces gens je les connaissais pas du tout, et puis j'ai mon consultant qui est en face, qui va bien charger de me dire si c'est vrai ou pas, parce que imaginez, vous qui êtes dans le scepticisme, oui ça tombe bien, hein. Imaginez, vous me confiez la photo d'un être cher disparu. Déjà émotionnellement, il y a une petite angoisse, on est d'accord, et vous n'avez pas envie que j'écorche ou j'écorne la personne que vous avez aimée le plus au monde. Donc si je vous dis, il adorait les perroquets, hein, vous allez me dire, vous foutez de moi, quoi, pas du tout. Non mais vous voyez, il y a de toute façon, les meilleurs censeurs sont mes consultants. Parce que quand je parle d'exercice sacré, vous imaginez, vous confiez quelqu'un, c'est quand même, c'est une démarche qui n'est pas anodine, hein. On n'est pas en train de se faire un backgammon, on est en train de donner la photo d'un être cher, qu'on pleure encore. Donc mes consultants ont vraiment besoin de corroborer ou d'infirmer les dires ou de corriger sur certaines choses. Donc non, ce sont eux mes meilleurs censeurs.
erreur, hein, si je me trompe ou si, il y a une imprécision, croyez-moi qu'ils ne manquent pas de me le dire et ils ont raison de le faire. Il y a des personnes qui viennent avec des photos des défunts Oui. lors de consultations. Est-ce que Tous. vous avez besoin Oui, de- j'aime bien. d'avoir une photo au préalable, enfin d'avoir un Oui. objet au préalable pour... J'aime bien les photos, les objets, ça me permet d'aller plus vite en fait. C'est un confort parce que les gens attendent tout de suite des messages, etc. Donc le fait de me connecter à la photo, je gagne du temps. Évidemment que des fois, on me donne des photos qui datent de la communion ou du mariage quand leur père avait 20 ans. Autant vous dire que des fois, je me dis, alors il ne ressemblait pas vraiment à la photo que vous venez me donner. Mais c'est aussi intéressant de voir que entre la photo qu'on me donne, évidemment, et leur apparition, qui est souvent ou liée à leur dernier moment de vie ou à une époque qu'ils appréciaient particulièrement, bah, des fois, il peut y avoir des différences, oui, tout à fait. Vous les voyez comment? De façon hologrammique. C'est-à-dire comme je vous vois vous, mais beaucoup plus évaporée, beaucoup plus moins dense, évidemment, puisque c'est une apparition créée pour nous visuellement, pour qu'on puisse les identifier. Et au niveau de la voix, est-ce que il y a des distinctions de voix? Enfin, est-ce Bien que... sûr. Il y a même les accents, l'élocution, les tics verbaux, ce qui permet parfois de retranscrire ça, oui, tout à fait. Pour rendre un peu plus prégnant le message ou de dire, écoutez, là, il parle à une vitesse. Et les gens me disent, bah, oui, 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 elle mangeait tous les mots. Ou ceux qui avaient un patois, ceux qui avaient un accent. Souvent, ils retranscrivent ça comme une forme identificatoire de qui ils étaient ou comment ils étaient quand ils étaient encore parmi nous. Comment des entités peuvent connaître ce genre d'informations? Parce que quand nous arrivons sur Terre, contrairement à ce que l'on peut penser, notre vie est écrite dans les grandes lignes, les rencontres, les épreuves et la date de fin, notre date de départ. Donc forcément, ils ont accès à notre petite fiche technique. On a une petite fiche technique. Évidemment, on a quelques latitudes, mais globalement, le plan de route est écrit. Et évidemment, à l'heure à laquelle aussi nous allons quitter ce plan terrestre, nos défunts le savent, bien sûr. De la même façon que quand vous passerez de l'autre côté, eh bien, vous aurez accès au plan de ceux qui restent et que vous aimez. Je suis sûre que vous êtes super contente de le savoir. Albert Moukébert, docteur en neurosciences. Évidemment que quand on ne sait pas, on va se tourner à quelque chose de plus grand que nous. Pour moi, une grande partie des hypothèses paranormales sont d'une manière ou d'une autre rattachées à la religion. À part vraiment à partir des années 1800 et quelques, 1900, avec l'essor des extraterrestres, tout était des trucs de gens après la mort. Et si vous demandez, bah, du coup, ils sont encore là après la mort, mais à défaut, ils devraient être où? Bah, ils sont supposés être soit au paradis, soit en enfer, même dans la culture, genre, la culture japonaise, par exemple, les esprits qui restent sur Terre, c'est ceux qui ont encore des remords ou des regrets avant de pouvoir aller rejoindre l'au-delà, selon une version religieuse. Les maisons hantées, etc., souvent, c'est des âmes qui n'ont pas pu être traversées à l'au-delà d'une manière appropriée, parce qu'elles ont été assassinées, elles ont vécu un crime, etc., etc. Donc, c'est automatiquement du paranormal. Et évidemment que ça continue à marcher parce qu'on n'a pas de réponse. Et je pense qu'on n'aura pas de réponse. Mais je pense qu'il faudrait accepter l'incertitude sur certains sujets. Vous avez beaucoup de personnes non croyantes qui viennent vous consulter? Énormément. C'est vrai? Bien sûr. Et c'est souvent les plus beaux rendez-vous, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui les pousse à venir vous voir? Parce que s'ils n'y croient pas... La douleur d'avoir perdu un être cher, la sensation que quelque chose doit encore se dire, et sur leur chemin de deuil aussi, dans leur souffrance, ils viennent me dire « Bon, j'ai tout épuisé, toutes les ressources. » Ils ont peut-être tenté d'autres choses, de se barrer à l'étranger, en Thaïlande ou ce que vous voulez, et quand vous revenez, la peine est toujours la même. Et donc, quand ils ont éculé toutes ces possibilités, eh bien, ils commencent à ouvrir une autre porte qui est celle de la spiritualité et ou de la médiumnité, et ils se disent « Et pourquoi pas ?» Ça, il me semble que Liso, justement, tu avais une question intéressante par rapport à ce que Anne vient de dire sur la Ouais. continuité. Ça te travaille depuis hier. Tu me dis, j'ai envie de poser cette question. Ouais, alors je vous avoue que je sais pas trop comment la poser. Bah, jetez tout. Mais en fait, je me dis, si vous avez la possibilité de communiquer avec les défunts, Oui. est-ce que ces personnes-là vous ont déjà expliqué, dit ce qu'il y avait du coup après la mort?
Vous avez une question en particulier sur l'après? On fait pas des barbecues, hein, si c'était ça la question. Non, mais parce que souvent on a une image très humaine de Si la... j'ai une question. Ah voilà. Est-ce que la notion d'enfer et de paradis existe réellement? Oui, alors voilà, ça c'est, on remercie les religions d'avoir à tout jamais généré les peurs. Bien sûr qu'il y a des plans différents. Le propre enfer, c'est celui qu'on va se créer une fois de l'autre côté, hein. Quand on va partir de l'autre côté, on va avoir accès aux grands films de notre vie. C'est comme si vous étiez sur un petit iPad, hein, parce que je les vois souvent faire cet examen de conscience. Vous pouvez être votre propre bourreau pendant... alors le temps n'existant pas, si je vous dis des années, c'est complètement conceptuel ce que je suis en train de dire là, mais il y a plein de défunts qui ont besoin d'un vrai temps d'introspection, de pardon, de réparation. L'enfer, c'est nous-mêmes. Voilà. Et le paradis, c'est nous-mêmes aussi. Il n'y a personne qui nous attend dans un petit couloir avec notre numéro comme à la Sécu pour voir si on va finir en brochette, hein. Non, mais je voudrais le dire parce que ça paraît... Non, mais ça paraît impensif, mais les gens sont tellement encore muselés par ces peurs. La seule rédemption, c'est la seule qu'on va s'accorder à soi-même. Et c'est déjà pas mal, hein. Clément Fraise, mentaliste. On a du mal à faire le deuil, donc on va s'inventer la médiumnité. On a peur de la mort, donc on va s'inventer un paradis. Puis en plus, comme on a besoin de se sentir récompensé pour les bonnes actions qu'on mène, on va créer un paradis et un enfer. Et donc la question pour moi, c'est pas est-ce que ces choses-là existent, c'est pourquoi les humains les ont créées. Mardi Noir, psychologue et psychanalyste. Ça m'est arrivé d'appeler des voyants en ligne, moi. Je n'y crois pas, mais je pense que dans des moments de désespoir, en fait, quand on va mal et qu'on cherche à se raccrocher à n'importe quoi, on va appeler celles qui vont nous vendre une réponse, celles qui vont nous dire « vous inquiétez pas, en m'appelant, je vais vous dire quelque chose ». Ce qui est d'ailleurs le contraire d'un psychanalyste, on pourrait dire. Le psychanalyste, on le paye pour justement, la plupart du temps, qu'il ne parle pas ou peu, ou en tout cas, quand il parle, il va pas vous donner la réponse. Et parfois, c'est vrai qu'on a envie d'une réponse. Après, moi, je me souviens que j'ai quand même dépensé pas mal d'argent pour, à la fin, rien. Ça peut complètement avoir des aspects positifs. C'est ce qu'on appelle, nous, le transfert en psychanalyse, donc c'est-à-dire de supposer un savoir à un autre. Donc là, en allant voir un médium, on lui suppose le savoir de parler aux morts. Donc, on y va avec ça. Alors, même si on est sceptique, ça va peut-être même faire du bien, parce que peut-être qu'il y a une part de nous qui va avoir envie d'être convaincue du contraire. Donc, elle préexiste quand même à la prise de rendez-vous. On croit qu'on y va entièrement sceptique, mais il y a déjà peut-être une part qui est déjà un peu encline à y croire. Et pour des personnes qui vraiment y croient de base, bah oui, il y a cette idée que ça va faire du bien. Et donc, bah, ça fait du bien. Mais je dirais même... aller chez le coiffeur, ça peut faire du bien. Parler à son coiffeur, parler à un commerçant. Enfin, parfois, on met sur un autre l'idée que lui parler va nous faire du bien et ça a un effet. Dans le temps, ça, par contre, pour que ça s'installe durablement, bah, il faut que ce soit une vraie rencontre et que ce soit bien fait. Enfin, mais ça, on peut être vite aussi déçu de voir que la personne en face, en fait, n'est pas armée non plus pour... tout entendre ou tout écouter et va faire des réponses qui vont peut-être, au bout d'un moment, aussi décevoir parce qu'en fait, la personne, bah, c'est pas son métier que d'écouter de long en large et en travers les problèmes des gens. En sortant du cabinet de la médium, j'ai envie de savoir ce qu'en pense Liso. Bon, est-ce que tu as eu des réponses à tes questions ? Oui et non. Mais c'était hyper intéressant, mais c'est surtout que je me suis sentie trop mal en fait. Pourquoi ? Dès qu'on est arrivé, qu'elle nous a demandé de nous installer dans les fauteuils, elle a dit une phrase, je sais plus exactement quoi, mais elle a dit installez-vous là où en gros les gens ont l'habitude de se livrer et tout. Et en fait, j'ai eu un énorme frisson dans tout le corps. C'est vrai ? Je me suis sentie hyper mal, non mais vraiment. Et en fait, il y a plein de fois où quand elle parlait de choses, souvent pour les anecdotes qu'elle racontait, forcément, j'avais de l'émotion en moi. Mais t'avais envie de pleurer ? Pas envie de pleurer, mais juste, ça me faisait des frissons dans le corps, quoi, de tristesse et de... Quand elle nous a parlé de vie après la mort, j'étais vraiment pas bien, en fait. Et tu sais à quel point j'ai un problème avec la mort, quoi. Ouais, donc... je sais. Mon problème avec la mort, c'est que, comme beaucoup de monde, l'incertitude de l'après me terrifie.
J'ai tout simplement peur de ma propre fin. Le simple fait d'évoquer le sujet me plonge dans une grande panique. Par exemple, j'ai très mal vécu l'enterrement de ma grand-mère, et en particulier la mise en terre. Je refusais d'y croire. Quand elle a parlé de vie après la mort, est-ce que tu t'es sentie... T'as eu peur? Est-ce que tu t'es dit j'ai enfin une réponse à ma question? Non, parce que je suis pas sûre, je pense pas y croire, tu vois. Ok. Il faudrait des... en fait, il faudrait que j'ai des preuves, quoi. Donc il faudrait que moi... Tu l'as pas cru? Je dirais pas que je la crois pas, mais j'y mets des doutes. Mais je suis pas... là, pour le coup, tu vois, je suis pas ultra sceptique, quoi. Je suis pas en mode, elle me raconte que des conneries. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Bon, et toi? Je sais pas, je me suis sentie très 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 en phase avec elle, avec ce qu'elle racontait. J'avais l'impression qu'elle pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Et ça m'a fait peur. Et à la fin, en fait, ouais, j'ai été un peu saisie par l'émotion de tout ce qu'elle racontait, mais peut-être parce que justement on est assis sur les fauteuils de toutes ces personnes qui se sont livrées pendant des heures et qui ont vécu des choses très fortes au même endroit où on était assises. Et j'avais un peu l'impression de récupérer ces émotions-là, tu vois. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les fauteuils, et sur justement, elle est très solaire, elle est extrêmement gentille, Ouais. bienveillante, pédagogue. J'ai un peu l'impression que justement, elle répond aux critères que t'explique le sociologue, dans le sens à partir du moment où tu as un conditionnement, donc là on est conditionné, on est dans son cabinet de consultation, plus l'empathie qui se crée avec la personne en face de nous, tu as tendance du coup à vivre des choses, tu vois. Je suis pas d'accord, je pense que tu rationalises un peu trop et t'as beaucoup intellectualisé là l'échange qu'on a eu. Et je sais pas, c'est peut-être parce que pour moi c'est normal tout ça, tu vois, et que j'ai peut-être du mal du coup à me mettre à ta place. Para Ou normal. L'ISO, c'est l'heure de l'échelle para ou normale. Oui. Donc, cette fois-ci, sur une échelle de 0 à 10, 0, t'y crois pas du tout. 10, t'y crois à fond. Tu situes où, toi? Eh bien, je pense que je me situe entre 2 et 3. Pourquoi? Alors, autant quand on est sorti du cabinet d'Anne Tufigo, je te disais que j'étais pas mal déboussolée, qu'il y avait des choses auxquelles je croyais, auxquelles je ne croyais pas. Et là, avec un petit peu de recul, en fait, je suis quand même très, très sceptique sur la possibilité de voir des défunts. Pour moi, c'est pas possible, c'est inconcevable. Et du coup, je reste vraiment campée sur mes positions de tu peux pas communiquer avec des morts. Et en même temps, je mets 2 ou 3 parce que contrairement à à notre précédente aventure où j'y croyais pas du tout, là, il y a quand même des choses sur lesquelles elle a réussi à me convaincre par son discours. Donc, en fait, ces points-là, ils sont plus pour le personnage, la manière dont elle me raconte les choses, mais pour la médiumnité, ouais, non. On repassera. Ouais. Et toi? Attends, mais 2 ou 3, c'est quand même très haut. Moi, je t'attendais pas autant Ah ouais? dès le 2e épisode. Je pensais que t'allais me dire, je suis à 1,5. Ouais, je sais pas, après 2 ou 3, sur une échelle de 10, c'est pas non plus énorme, quoi. Oui, mais sur une échelle du J'essaie de- scepticisme, Ouais, mais c'est quand j'essaie de même pas mal. trop être dure, tu vois. Mais tu Ça peux, hein. d'arrondir un peu les angles et de pas trop... Parce que sinon, je te mets 0 tout le temps, quoi. Et toi? Moi, je suis toujours team, j'y crois à fond. Je mettrais un 9. Ouais. Parce que j'y crois, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, ok, c'est incohérent, j'y crois pas trop. En fait, j'y crois, le seul truc, c'est que ça me paraît tellement inconcevable. Et j'ai vraiment du mal à imaginer comment est-ce que tu peux, visuellement ou même dans ta tête, visualiser des personnes qui sont décédées ou avoir de vrais messages cohérents de ces personnes-là. Que, en fait, tant que ça m'arrivera pas, je touche du bois pour l'instant, j'ai personne de l'autre côté, mais tant que ça m'arrivera pas, j'aurai beaucoup de mal à y croire. Donc en fait, j'y crois, mais Ah, t'as des tant que doutes ça, quand même? ouais, c'est pas que j'ai des doutes, mais c'est que tant que moi, on m'aura pas délivré un message hyper cohérent avec des détails que seules ces personnes-là pourraient connaître, j'ai vraiment du mal à dire ok, j'adhère à 100%. C'est pour ça que je mets un 9. Ouais, je comprends complètement. Par contre, je trouve ça dingue que tu sois aussi... que tu aies une part de scepticisme par rapport au fait de pouvoir voir quelqu'un. Bah, ça m'est jamais arrivé, donc jusqu'à preuve du contraire. Là, pour le coup, je fais un peu je crois que ce que je vois, quoi. Mais après, en même temps, c'est compliqué parce que si tu vas dans la direction des personnes qui croient à tout ce qui est paranormal,
et notamment aux médiums. Enfin, tu serais obligé d'avoir des dons de médiumnité pour pouvoir voir des défunts. Donc, en fait, potentiellement, ça t'arrivera jamais parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est médium, quoi. C'est ça. Donc, en fait, tu n'auras jamais de réponse. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être. On verra dans les prochains épisodes. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana. Produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Densler.